à toutes et à tous, merci d'écouter ce tout nouvel épisode de votre émission préférée, Morning Béton. Je suis Nadia Zanoun et je suis accompagnée autour de la table par mes fidèles chroniqueurs. Notre pétillante Muriel Carbonnet. Bonjour Nadia. Le très sérieux Yann Butillon. Salut. L'indomptable Colin Rousselet. Bonjour Nadia. Et le petit nouveau de l'équipe, Arnaud Lebrun. Bonjour Nadia, enchanté. Au programme du jour, les Jeux Olympiques arrivent enfin sur la capitale. C'est l'occasion qu'a choisi Colin pour nous emmener à la découverte des incontournables monuments en béton de l'Île-de-France. Béton du futur, Yann nous parlera de la révolution 4.0 au service de la construction. Une chronique inédite consacrée à l'impression 3D. En 4 épisodes, Arnaud va tout nous révéler sur cette nouvelle technique de construction. Et pour finir, le béton c'est tout un art, nouveau tandem du Grand Paris Express sur la gare Châtillon-Montrouge avec Muriel. Morning Béton, c'est parti! Et pour commencer ce 3e épisode de Morning Béton, je laisse la parole au directeur de Béton le Magazine, Frédéric Glusicki, qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le tout dernier numéro de Béton vient de sortir, mais que nous réserve-t-il ? En fait, pas mal de belles choses. Pour cette édition estivale, j'ai voulu un magazine tourné vers le beau. L'architecture en béton y est donc mise en avant, avec en particulier la superbe réalisation de la Porte Bleue à Marseille, signée par Pietri Architecte. Il y a aussi le dojo de Villeneuve-Loubet sur la Côte d'Azur, avec ses voiles en béton blanc matricé, rappelant la texture d'un kimono. Mais je suppose que le beau ne s'arrête pas à ce seul dossier. Absolument pas. Avec la tenue des Jeux Olympiques, nous réalisons un focus sur quelques-uns des ouvrages construits à cette occasion, dont l'Adidas Arena qui fait l'objet d'une présentation exclusive. Et pour rester encore dans le beau, notre rubrique Esprit Béton passe en revue différentes solutions pour aménager sa terrasse. Et que nous réserve d'autre ce nouveau numéro ? On fait beaucoup de choses, comme la nouvelle usine de Caprémib ou les 50 ans de Péri-France avec l'interview exclusive de Christian Schforer, président du groupe Péri. Nous parlons aussi des dernières innovations en matière de coffrage et d'étaiement et faisons une présentation complète des chapes fluides disponibles sur le marché français. Bon, en résumé, on peut dire que c'est un beau numéro. Tout à fait, et qui s'achève, comme à son habitude, par une petite page d'histoire, consacrée cette fois-ci à François-Martin Lebrun, le pionnier du béton non armé. Je pense qu'avec un tel programme, nos lecteurs ne sont pas prêts de lâcher ce magazine. Merci Frédéric pour cet édito. Merci beaucoup et j'espère bien que nos lecteurs vont lire ce magazine durant tout l'été. Actu à la loupe, c'est tout de suite dans Morning Béton. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent enfin. Vous avez vu les magnifiques stades éphémères construits autour des monuments parisiens. Profiter de monuments moins connus en parallèle de la fête olympique, c'est possible. Colin est avec nous en studio. Colin, quelles sont vos adresses secrètes ? Alors Nadia, déjà, je désamorce, parce que je vais parler d'architecture, donc oui, j'empiète un peu sur le territoire de Muriel, mais c'est parce que c'est d'actualité, j'espère que vous m'en voudrez pas trop Muriel. Mais non Colin. Dans Paris, déjà, comment parler de monuments historiques en béton sans parler du premier immeuble d'habitation en béton armé ? Il se situe rue Danton, dans le 6e arrondissement de la capitale, un immeuble de 5 étages qui prend place au-dessus du café Le Clou de Paris. Il a été construit par l'ingénieur François Hennebique. C'est lui qui avait déposé plusieurs brevets pour l'utilisation du béton armé. Ce bâtiment se situait en face de son entreprise, de quoi lui faire une véritable publicité sur ses activités. Aujourd'hui, je m'intéresse à d'autres monuments, à commencer par des ouvrages en Île-de-France, Nadia. Alors, pour commencer, Colin, direction Rincy, en Seine-Saint-Denis. Direction pour vous, gare du Nord, montez dans un RER E vers Chelles-Gournay et descendez en gare du Rincy-Villemomble. Après un petit quart d'heure de marche, vous découvrirez Notre-Dame de Rincy, surnommée la Sainte-Chapelle du béton armé. Elle est l'œuvre des frères Perret. Ses dimensions ? 56 mètres de large et 20 mètres de haut. Classée depuis 1966, elle a été rénovée l'année dernière. Les armatures étaient corrodées, le béton fissuré. Bref, il était temps de prendre soin de cet édifice. La préparation du mortier de réparation s'est faite de manière minutieuse pour être le plus proche possible du matériau d'origine. Il fallait aussi que ce mortier neuf puisse correspondre au béton ancien de l'église.
L'enjeu se trouvait aussi dans le coffrage. Ce travail spécifique a permis le sablage du béton pour faire ressortir les gravillons. La direction régionale des affaires culturelles a scruté l'avancée des travaux et aujourd'hui, l'église retrouve sa splendeur. Inaugurée en 1922, elle est toujours debout un siècle plus tard et reste un véritable bijou d'architecture à proximité de Paris. Un autre monument en dehors de la capitale, Colin, est cette fois-ci au nord-ouest. Depuis Châtelet-Léal, prenez un RER A direction Poissy, attention évidemment aux multiples branches de la ligne, descendez au terminus et prenez la ligne de bus 3. Enfin, descendez à l'arrêt Villa Savoie. C'est là que vous découvrirez cette magnifique maison, imaginée par l'architecte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier. C'est en 1928 que Pierre et Eugénie Savoie commandent une maison de campagne. Pour l'époque, de nouveaux matériaux sont expérimentés, le béton est coulé sur place et le Corbusier affirme son ambition de construire une véritable promenade architecturale. Cette villa, c'est l'aboutissement de 10 ans d'essais et de recherche. Elle présente les 5 points de l'architecture nouvelle. Bon, tout n'est pas idéal pour le couple qui ne passera que l'été dans sa villa puisqu'il est très difficile de la chauffer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle tombe entre les mains des Allemands, qui en font un point d'observation stratégique. À la fin de la guerre, elle est endommagée et la famille Savoie décide d'en faire une ferme. Alors que la ville de Poissy rachète le terrain et prévoit de la raser, des architectes se mobilisent et la villa repasse aux mains de l'État. La rénovation s'achève en 1965 et l'ouvrage est classé monument historique. En 2016, elle entre même dans le patrimoine mondial de l'humanité. Vous pouvez la visiter pendant les Jeux, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, entre 10h et 18h. Et pour terminer, un ouvrage historique brutaliste au cœur de la capitale. 2 places du Colonel Fabien, 19e arrondissement de Paris. Comment parler de monuments en béton sans évoquer le siège du Parti communiste français? Il est l'œuvre de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Le siège du PCF constituera dans cette ville un exemple d'architecture contemporaine, un point d'attraction et de tourisme, un bâtiment aux formes nouvelles, simples, sans finition luxueuse et superflue. La maison du travailleur. C'est comme ça qu'il décrit ce bâtiment en forme de S. Alors ce qui nous intéresse avant tout, c'est le sous-sol. Il compte 3 niveaux, les parois présentent un aspect brut et l'espace est arrangé autour de 4 piliers en béton qui supportent l'édifice. Les 2 premiers niveaux mettent en valeur le matériau dans sa qualité artistique. Ensuite, on s'intéresse au dôme blanc en béton qui sublime l'architecture de ce bâtiment. Il abrite la salle du Conseil national. Elle peut accueillir jusqu'à 250 personnes et présente une tribune marquée par une aile en béton. Un ouvrage brutaliste important à ne surtout pas manquer cet été si vous êtes à Paris, Nadia. Merci Colin, j'irai certainement faire un tour à la Villa Savoie avant de partir en vacances. Vous pouvez retrouver tous les monuments en béton de votre région dans la rubrique Fier de mon béton sur notre site acpresse.fr. Morning Béton, ça continue avec Béton du futur. Yann, pour votre chronique, vous allez nous parler de Révolution 4.0. C'est un voyage temporel en 1789 ? Eh bien, pas tout à fait. Je vais en fait vous parler de 4 révolutions, et plus particulièrement de la dernière, celle que nous vivons actuellement. Car oui, l'humanité est désormais entrée dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Mais avant de parler de Big Data, d'IoT, d'IA, de cloud et d'optimisation, Nadia, savez-vous de quand date la première révolution industrielle ? Assurément du XVIIIe siècle. Exactement, c'est une réponse parfaite. Et je dis pas ça du tout parce que c'est moi qui écris vos relances. En fait, la première révolution industrielle date de 1769 et du dépôt du brevet par James Watt de la machine à vapeur. La production mécanique fait alors son apparition. En 1870, pour la deuxième révolution, l'électricité et le pétrole ouvrent la voie à la production de masse. Un siècle plus tard, dès 1969, la production automatisée fait son apparition avec l'électronique et l'informatique. Nous vivons désormais la 4e révolution industrielle, qui est celle de la production assistée par les nouvelles technologies. Nouvelle technologie, c'est une bien belle phrase, mais concrètement, en quoi cela consiste ? C'est une refonte digitale de l'industrie. Les sites industriels sont bardés de capteurs qui collectent déjà en permanence les données pour lesquelles elles ont été installées, tout en captant d'autres. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. L'interprétation de celles-ci permet de créer de véritables jumeaux numériques des usines et des sites de production. S'y ajoute l'IoT, ou l'Internet des objets, qui permet de faire communiquer des éléments entre eux, mais aussi l'intelligence artificielle et même pourquoi pas des robots. Tous ces éléments sont connectés dans le cloud ou sont gérés par un logiciel dédié.
Avec l'industrie 4.0, c'est son nom, les éléments industriels communiquent et interagissent désormais entre eux. C'est plus clair pour la théorie, mais en pratique, à quoi ça sert? Eh bien, à gagner du temps, à gagner beaucoup de temps. Le maître mot de l'industrie 4.0, c'est l'optimisation. Tout devient plus facile et plus efficace. Et vous en connaissez tous ici au moins un exemple. Si je vous dis Megafactory de Tesla ou Hub d'Amazon, vous avez tous vu les images de ces sites où tout est connecté et où tout se fait automatiquement. Ce sont de parfaits exemples de cette révolution. Maintenant, Nadia, vous allez me dire, et le béton dans tout ça? Eh ben, j'allais justement le faire. Les voitures, les colis, d'accord, mais cela concerne aussi la construction? Eh bien, l'avantage d'une révolution, c'est qu'elle touche tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec l'IoT, les objets parlent. Eh bien, un capteur sur une trappe de dosage de ciment va pouvoir signaler une éventuelle variation de son ouverture. Une intervention de maintenance peut tout de suite être organisée. Pas de surdosage donc, pas de problème de formulation ou de surconsommation d'un élément. La centrale à béton s'auto-diagnostique en signalant où se situe le problème. Encore mieux, avec les données du constructeur, un nombre d'ouvertures de notre trappe est prédéfini, elle pourra alors signaler qu'elle arrive en fin de vie et la maintenance pourra intervenir avant l'apparition d'un problème. C'est de la maintenance prédictive et cela permet d'éviter les pannes et de prévoir les arrêts de production et ainsi pourquoi pas mutualiser les interventions. Cette nouvelle ère industrielle n'en est qu'à ses balbutiements et les possibilités pour demain semblent infinies. Comme un silo qui connaît sa consommation, son taux de remplissage et son carnet de commandes. Il peut alors tout seul passer commande d'un réapprovisionnement en matières premières. Ou une centrale qui adapte sa formulation en fonction de ses conditions de production. Ou estime en amont les coûts de production d'un nouveau béton en fonction de l'état des centrales. Ou même simuler le vieillissement d'un site industriel via une maquette numérique. Ou encore une presse à bloc pourra s'autoréguler en continu en fonction des données des éléments qui l'entourent, comme la vibration, le compactage ou le remplissage des modules. Les machines vont pouvoir finalement s'autogérer. C'est limite de la science-fiction, cette industrie 4.0. Ben pas vraiment. C'est même très concret puisque les centrales à béton et les usines de préfabrication qui se construisent actuellement intègrent déjà pleinement cette connectivité. Et les centrales plus anciennes possèdent déjà tous les capteurs nécessaires à la mise en place de la couche basique de l'industrie 4.0, c'est-à-dire la traçabilité des productions et la centralisation des données. En effet, que ce soit la maintenance prédictive ou l'optimisation de la production, grâce au cloud, tout peut être piloté à partir d'un seul ordinateur, y compris pour une dizaine de centrales en même temps. Mais Nadia, si vous aimez la science-fiction, j'ai de quoi vous contenter. Tout ce dont je viens de vous parler n'intègre pas encore l'intelligence artificielle. Et avec l'IA, c'est peut-être dans la 5e ère industrielle que nous basculerons très bientôt. Ce qui est sûr, Yann, c'est qu'un robot ne remplacera jamais votre talent de chroniqueur. Merci. Morning Béton continue avec notre nouvelle chronique Impression 3D Béton. C'est la grande nouveauté de Morning Béton. Pendant 4 épisodes, Arnaud nous emmène à la découverte de l'impression 3D béton. Et aujourd'hui, on commence avec la genèse, la naissance de cette nouvelle méthode de construction. Exactement Nadia. Ce que l'on sait, c'est qu'en France, tout a débuté en 1984, lorsque 3 pionniers, Jean-Claude André, Olivier de Witt et Alain Leméoté, ont inventé la stéréolithographie, la technologie à l'origine de l'impression 3D. À cette date, ce procédé s'est développé dans les laboratoires de recherche, les centres de formation, les entreprises industrielles et chez certains utilisateurs finaux. C'est alors qu'une petite révolution a commencé à s'immiscer dans le secteur de la construction, celle de la fabrication additive, autre nom donné à l'impression 3D béton. Cette dernière voit le jour en 2004 grâce à Berok Kosnevis. Ce professeur de l'Université de Caroline du Sud a mis au point une imprimante 3D montée sur un bras robotisé. Et autour du terrain de construction, des rails sont installés pour diriger la machine. Des couches de béton sont ensuite empilées les unes sur les autres, selon un modèle prédéfini. Cette première application a été suivie de bien d'autres, démocratisant notamment cette innovation dans le monde entier. Avec ce procédé, il y a une volonté de révolutionner le secteur de la construction. Mais concrètement, quels sont ses avantages ? Eh bien, tout d'abord, la fabrication additive s'inscrit sur chantier ou en usine dans une démarche d'éco-conception. Selon les experts, elle peut baisser jusqu'à 60% la consommation de béton et même réduire de 30 à 60% les déchets de construction. Et à ce sujet, Alban Mallet, cofondateur et directeur technique d'Ixtri, un fabricant français d'imprimantes 3D béton, nous en dit un peu plus. L'impression 3D, elle a plusieurs bienfaits. Le premier, ça va être de mettre le bon matériau au bon endroit. Grâce au fait d'avoir en fait un robot qui peut déposer très précisément la bonne quantité de matière. Grâce à ces méthodes,
grâce à du software qui permet de faire des formes complexes, on vient vraiment mettre le bon matériau au bon endroit. Donc ça, c'est par rapport plutôt à l'empreinte carbone. Et après, ce qui est intéressant, c'est que comme on a une chaîne de production qui est automatisée, on va pouvoir augmenter la productivité des machines, produire beaucoup de pièces très rapidement, tout en gardant justement cette qualité qui est extrêmement importante parce qu'il va permettre d'avoir des bétons qui sont plus durables, avec des pièces qui ont plus de durée de vie et qui vont pouvoir être gardées dans le temps et donc amortir au maximum cette empreinte carbone aussi. Par conséquent, ce procédé réduit les délais de production et par ricochet les coûts. Il améliore l'efficacité sur le chantier sans négliger la qualité. Les imprimantes 3D actuelles diminuent la pénibilité au travail et l'exposition aux risques professionnels. De plus, elle offre la possibilité d'une bien plus grande créativité architecturale. Et à l'avenir, l'impression 3D va se développer davantage. Est-ce que ce procédé pourrait permettre de résoudre la crise du logement, par exemple ? Alors aujourd'hui, aux quatre coins du globe, des éléments comme des poteaux ou des poutres ont été imprimés en 3D béton. Mais c'est aussi le cas pour des façades de bâtiments de plusieurs étages. Malgré cela, l'impression 3D béton est loin de remplacer les procédés constructifs actuels. C'est à ce jour un complément. L'impression 3D, elle va pouvoir améliorer la qualité de la construction, baisser les coûts, augmenter la qualité, mais ça ne va pas être que l'impression 3D, ça va être une combinatoire. Donc elle fait vraiment partie de toute cette innovation de la construction. Et aujourd'hui, c'est même une innovation qui est déjà en route parce qu'on a pas mal d'acteurs qui sont équipés. La démarche, on va dire, de décarbonatation, d'automatisation, d'augmenter les productivités est déjà en route en fait. La fabrication additive est donc, à l'heure actuelle, un complément qui est loin de résoudre la crise du logement. Mais nous pouvons compter sur Xtree et d'autres spécialistes dans ce domaine pour, pourquoi pas, y parvenir. L'impression 3D diminue donc drastiquement les délais de production. Cela veut aussi dire que ça nécessite moins de personnes sur le chantier. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'emploi ? Ce procédé constructif, s'il se développe de plus en plus, va bien entendu bouleverser le secteur de la construction. Mais on se dirigerait plus vers une évolution des métiers plutôt qu'une suppression d'emplois. On a une transformation de l'emploi surtout qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on arrête de porter des sacs de ciment et de déplacer des parpaings, mais plutôt qu'on ait du contrôle qualité et de la gestion de production, de faire plutôt de l'installation d'éléments. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément y avoir une réduction de la main-d'œuvre, mais par contre, il va y avoir une main-d'œuvre qui va se concentrer plutôt sur de la qualité, de la pose, etc. Que les gens évoluent dans leur métier et qu'en fait, avant, le maçon qui allait utiliser une truelle et une toupie à ciment va utiliser des pièces qui sont un petit peu plus complexes et les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment une évolution des métiers, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille énormément avec des universités ou même des centres de formation pour justement apporter cet outil et de faire évoluer le métier de la pose et de la construction. Il risque donc à l'avenir d'avoir une réorganisation d'équipes et des métiers sont à ce jour en train d'apparaître, tels que les pilotes d'imprimantes 3D béton. Arnaud, après cette première introduction, on vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de votre série. Quel en sera le thème ? Nous parlerons des différents acteurs dans le domaine de l'impression 3D béton, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ainsi que de nombreuses réalisations qui ont été conçues via ce procédé constructif. Bref, on verra un petit tour du marché de ce côté-là. Merci Arnaud, vous l'attendiez, le béton c'est tout un art et c'est tout de suite dans Morning Béton. Le Grand Paris Express est le plus grand chantier d'Europe. Des travaux pharaoniques, un budget à l'avenant, un lien fort entre art et architecture. Le Grand Paris Express accumule les superlatifs. Pour chacune de ces 68 gares, un artiste et un architecte ont été associés pour créer ensemble une œuvre d'art. C'est l'opération Tandem qui va permettre de faire vivre une expérience nouvelle aux usagers ou aux simples passants. Muriel, qui sont les élus de ce nouvel opus ? Ce tandem réunit pour cette troisième chronique l'architecte David Trottin et l'artiste Laurent Grasso. À plusieurs, j'ai l'impression que le son sent plus intelligent. S'enthousiasme David Trottin, qui pour illustrer sa collaboration avec Laurent Grasso, parle de mariage arrangé. Un mariage arrangé mais heureux, un mariage rendu possible par l'intermédiaire de Jérôme Sens et José Manuel Gongalves, deux sommités de l'art contemporain. Une équipe de commissariat de commissaires d'exposition et de curateurs qui ont été choisis par la SGP pour justement créer ces rencontres, ces mariages. Alors cette fois-ci, je vous emmène à la gare de Châtillon-Montrouge, sur le tronçon de la ligne 15 Sud, qui est un lieu hors échelle.
énorme, 30 mètres de profondeur, 30 mètres de large et enfin 100 mètres de long, tout en béton. Et là, comme une évidence, le plafond s'est imposé pour permettre l'adéquation entre l'acte architectural et le geste artistique. Dès le début, comme une problématique de descente, c'est-à-dire comment je passe de la surface du sol à c'est moins 30 mètres où je vais prendre sur le quai mon métro qui va me ramener. Et à la fois ce parcours descendant et ce parcours ascendant, puisque voilà, forcément on a les publics dans les deux sens. Et on a eu très vite cette envie de créer quelque chose qui soit spectaculaire et en même temps qui s'appuie sur les contraintes qui étaient les contraintes données du site, c'est-à-dire cette pression très importante. Cela a donné La tête dans les nuages, fruit de la collaboration entre l'architecte et l'artiste qui constitue une véritable expérience sensorielle, céleste et hypnotique. On a du mal à imaginer, Muriel. Pouvez-vous nous décrire cette œuvre ? Alors en fait, c'est un faux plafond XXL en trompe-l'œil qui représente un ciel inspiré des peintures de la Renaissance, mais repensé avec une technique contemporaine. En effet, les 800 mètres carrés de lame du plafond conçu par l'architecte sont le support de l'œuvre, une peinture longue de 7 mètres, photographiée en HD pour recomposer un fichier graphique appliqué lame par lame, alors qu'il y a, tenez-vous bien, 2750 lames métalliques plissées. En fait, tel un puzzle, chaque pièce composera une partie de l'image finale et vous retrouverez la tête dans les nuages. L'idée était donc de recréer une sorte de chapelle Sixtine. Tout à fait, Nadia. Une chapelle Sixtine à Montrouge. Avec Laurent Grasso, nous réinventons un ciel à cette infrastructure, insiste David Trottin. Ainsi, quelle que sera la position du voyageur à l'intérieur de l'espace tout en profondeur de la gare, ce ciel l'accompagnera vers la surface. La tête dans les nuages. Le titre lui convient bien. Laurent Grasso était bien décidé à installer une situation intrigante et ambiguë. Le ciel sera ainsi apposé sur le plafond métallique, vibrant avec la circulation de l'air pensé par David Trottin pour animer et éclairer l'espace afin d'inviter le voyageur à adapter son regard pour percevoir tous les détails dissimulés dans le lieu. Merci Muriel pour cette riche présentation. Je vous invite à retrouver l'intégralité de cette interview croisée David Trottin et Laurent Grasso, animé par Muriel en podcast sur notre site AC Presse et sur toutes les plateformes d'écoute. Morning Béton, c'est terminé pour aujourd'hui. Mes chers chroniqueurs, je vous dis un grand merci pour votre engagement. Merci à vous de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée par la rédaction de Béton le Magazine. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur le site acpresse.fr. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.